de la société civile congolaise à vocation panafricaine, l'ONG Crête en Avenir, qui vous convient ce jour pour un échange, une conférence de presse qui porte sur une mission d'enquête sur le PND, notamment le volet investissement public. Quels sont aujourd'hui les résultats de l'enquête menée? Et je tiens également à vous signifier que l'ONG Crête en Avenir est créée depuis 2016. Et donc cette ONG a planché sur le PND 2022-2026. D'ailleurs, ça sera une sorte de rapport, encore à mi-parcours parce que le PND c'est jusqu'en 2026. Et vous suivrez donc le mot liminaire du président de l'ONG Crête en Avenir. Et après son mot, on va donc entamer les échanges avec les journalistes. Et maxi, on aura 1h30 des échanges et autour de cette question. Donc le président, vous avez la parole pour édifier l'assistance sur le contenu de votre conférence de presse. Merci. Merci, M. Wens. Alors, comme l'a su présenter le modérateur, je suis Ghislain Ondéné, président de l'ONG Crête en Avenir. L'ONG Crête en Avenir, c'est une structure que nous avons créée avec les autres en 2016. Une organisation à but non lucratif à caractère socio-économique. Au début, les missions de l'ONG Crête en Avenir, c'était de promouvoir la culture entrepreneuriale en République du Congo et en Afrique. Mais en 2020, nous avons eu la chance de trouver quelques partenaires américains avec qui nous avons été formés de 2020 à 2021 sur les missions de suivi et d'évaluation des plans, programmes et projets de l'État. Alors donc, après la formation en 2021, nous avons bénéficié de quelques outils qui nous ont permis aujourd'hui, depuis 2022, de s'aventurer et voilà, je dirais avec l'audace, de prendre un peu la décision de créer une commission et de mettre cette commission au service pour le suivi et évaluation du plan national de développement 2022-2026. Alors, nous avons commencé au mois de juillet 2022 et aujourd'hui, nous dirons qu'il y a de cela déjà une année. Donc, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour partager avec vous quelques résultats de nos analyses, de nos enquêtes et de nos actions de suivi sur le terrain. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Et c'est de ça que nous allons échanger avec vous. Merci, M. Roda. Et ici, on peut déjà, de façon globale, essayer un peu d'épingler quelques résultats pour que les journalistes aient la latitude de vous poser des questions nécessaires. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que quand on parle du plan national de développement, nous parlons d'un projet. Le projet, c'est le projet du président de la République, que nous connaissons tous, Denis Sassou Nguesso, et ensemble poursuivons la marche. Je sais que, étant des journalistes que vous êtes et des experts dans plusieurs domaines, vous avez eu le temps de lire et relire et examiner ces projets. Et vous serez d'accord avec nous que dans ces projets, l'idée globale, ou encore la vision globale du président de la République, était liée à ses promesses. De dire aux Congolais que, écoutez, je connais la situation actuelle de notre pays, je connais notre économie qui est malade, mais je me porte garant, si vous me donnez la chance, sur les 5 ans à venir, je vous garantis que je vais soigner l'économie. Et non seulement soigner cette économie, je ferai de cette économie une économie forte, diversifiée et résiliente. Et donc c'est ce qui s'est fait. Les Congolais lui ont fait confiance.
à son tour, il a confié la mission aux gens qui sont tout autour de lui, donc aux experts que nous appelons les experts du gouvernement. Alors, en 2022, les experts du gouvernement, pour rendre le projet du président de la République réalisable, ont fait un plan. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le plan national du développement 2022-2026. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ces plans, les experts du gouvernement sont allés plus loin. Parce que ici, nous avons la vision du président qui veut soigner l'économie congolaise, qui veut la rendre forte, diversifiée et résiliente. Et donc, de l'autre côté, ce que les experts vont faire, c'est de trouver les mécanismes et les moyens. Comment faire de telle sorte en 2026 pour que nous parlons d'une économie forte, diversifiée et résiliente. Donc, les experts ont choisi 6 secteurs. 6 secteurs. Les 6 secteurs économiques. Alors, quels sont ces 6 secteurs? L'agriculture, l'industrie, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et l'immobilier. Alors, après le choix de ces secteurs, ce que ces experts ont fait, ont transformé ces secteurs à des piliers stratégiques du développement socio-économique pour aider le président de la République en 2026 à tenir sa promesse. Alors, mais en transformant ces secteurs aux piliers stratégiques, ils ont pu sortir de ces 6 piliers 27 programmes. Et de ces 27 programmes, les experts sont allés plus loin pour sortir 343 projets. Alors, donc, les 343 projets aujourd'hui pour le Congo, c'est ce que nous appelons les projets que l'État congolais est censé, entre 2022 à 2026, d'investir afin qu'en 2026, nous soyons capables de mesurer ou encore de juger les promesses qui ont été tenues par le président de la République. Alors, nous, au niveau de l'ONG, par manque de moyens aussi, et surtout que c'est un travail qui s'est fait avec des efforts personnels. Alors, nous avons mis en place un comité de suivi et d'évaluation. Alors, et nous avons procédé aussi à la mise en place des méthodes. Quelques méthodes qui pouvaient nous aider à évaluer ces projets. Parce qu'on parle ici de 343 projets répartis dans 6 secteurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Parmi ces méthodes, nous avons mis 4. La première méthode, c'était les analyses. Donc, il fallait d'abord analyser des projets. Et l'autre méthode, c'était il fallait mener quelques enquêtes sur le terrain. Et troisième et quatrième méthode, c'était suivi et évaluer, donc les actions de suivi et d'évaluation sur le terrain de quelques projets. Donc, c'est le travail qui a été fait par notre comité. Alors, mais qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Donc, avant de commencer à analyser le plan national de développement, nous avons procédé d'abord par les analyses des 2 plans nationaux de développement passés. Donc, le plan national du développement 2012 et 2016, le plan national du développement 2018 et 2022. Et après, on est revenu sur le plan national du développement 2022 et 2026. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons, c'est comme une histoire. Une histoire où vous avez un malade qui est à Moussaka. Prenons un exemple. Un malade qui est à Moussaka et un bon samaritain sort et dit que moi j'ai un hôpital à Brazzaville et voilà, je peux vous aider, je peux soigner ce malade.
et vous lui avez fait confiance, et puis le bon samaritain a envoyé ses médecins et quelques experts qui travaillent avec lui pour venir récupérer les malades à Moussaka afin de l'emmener à Brazzaville pour que le malade soit soigné. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Pour aller prendre le malade à Moussaka, les médecins, il est de prendre les moyens de transport appropriés. Non? Ils ont pris les bus comme le bus d'Ngamakoso, je ne sais pas, ou bien Château, quelque chose, pour aller prendre le malade à Moussaka. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons une économie qui est malade. Nous avons de l'autre côté la possibilité, c'est-à-dire nous devons tout faire de telle sorte que de soigner l'urgence, excusez-moi, l'urgence de soigner cette économie afin de la rendre forte, diversifiée et résiliente. Mais ce que nous constatons dans le plan national de développement, c'est ça qui nous a laissé un peu dans voilà, il nous a laissé un peu perplexe, c'est que sur les 343 projets, ces projets ont été répartis par secteur, donc cela veut dire que par ministère. Quand nous prenons par exemple l'agriculture, 90 projets ont été confiés au ministère de l'Agriculture. 90 projets et 74 projets ont été confiés au ministère de l'Industrie, parce que l'industrie étant choisie comme le deuxième pilier, et 15 projets ont été confiés au ministère des Zones économiques spéciales, 102 projets confiés au ministère de l'Agriculture, 33 projets confiés au ministère de l'Économie numérique et 29 projets confiés au ministère de l'Habitat qui est donc en charge de la promotion de l'immobilier. Alors, mais quand nous avons essayé un peu d'aller plus en profondeur dans nos analyses, nous constatons que ce que nous appelons 90 projets confiés au ministère de l'Agriculture, dans la logique, ce ne sont pas des projets, c'est-à-dire ce ne sont pas les 90 projets. Dans les 90 projets, 61 sont les idées de projets. Nous avons peut-être les managers dans cette salle. Alors, une idée de projet, dans sa logique, ce n'est pas un projet. Une idée de projet, ce n'est pas un projet. On parle d'un projet, c'est quand une idée a déjà subi ce qu'on appelle les études de faisabilité. C'est là où nous parlons d'un projet. Donc, on a confié au ministère de l'Agriculture 61 idées de projets et le reste, ce sont des projets qui, oui, logiquement, avaient déjà subi les études de faisabilité, mais les études aussi, ce n'est pas des études qui datent de maintenant, mais c'est des études qui datent depuis les plans nationaux de développement 2012-2016, 2018-2022. Ce qui fait simplement dire que pour que le ministère de l'Agriculture investisse même dans ces projets, il faut encore renouveler ces études. Parce que vous serez d'accord avec moi, une étude menée en 2016 par exemple, et on veut investir en 2023. Est-ce qu'on aura encore les mêmes données? C'est pas ça. Alors, c'est ce qui nous a placé sur notre tableau d'évaluation, de placer un peu le ministère du Tourisme, c'est-à-dire le premier pilier économique, premier pilier stratégique, en rouge. Alors, qu'est-ce que nous appelons par le rouge? Le rouge ne veut pas dire qu'ils ont échoué, non. Le rouge chez nous, sur notre tableau, indique les fortes probabilités que cela échoue. Parce que quand nous prenons 90 projets, 61 idées de projets, et
ce qu'ils appellent les projets, ce sont des projets avec les anciennes études de faisabilité. Donc, on peut se dire que les 90 projets, en fait, les 90 projets ne sont plus les projets, mais sont les 90 idées de projet. C'est la raison pour laquelle, sur notre tableau d'évaluation, cela a été placé comme en rouge. Alors, nous avons continué. L'autre secteur. Nous avons pris le secteur qui est donc le développement industriel. Alors, dans le développement industriel, 74 projets ont été confiés au ministère du développement industriel, ministère du développement industriel. Mais dans ces 74 projets, ce que nous constatons encore, c'est que 46 sont les idées de projet. 46 sont les idées de projet. Et les autres aussi, ce sont des projets, oui, qui ont déjà des études, mais dont les études de faisabilité datent déjà des années. Donc, on revient encore sur la même chose. S'il faut investir maintenant sur ces projets, le gouvernement est censé de refaire les études de faisabilité. C'est ça aussi qui nous avait poussé de mettre le deuxième pilier en rouge. Comme, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'ils ont échoué, mais nous disons qu'il y a de fortes probabilités d'échouer parce que la durée, elle est de 5 ans. Il y a déjà des années consommées. Il reste peut-être 4 ans. Alors, on se dit à quel moment les études de faisabilité seront réalisées et à quel moment les investissements vont se faire. Parce que la promesse, en fait de compte, c'est la promesse de 2026. Ce n'est pas une promesse d'au-delà de 2026. Quand on parle d'une économie forte, résiliente, et une économie forte, diversifiée et résiliente, c'est la promesse que le président de la République a fait aux Congolais, qu'il doit travailler de 2021 à 2026. Alors, nous avons mis le deuxième pilier en rouge. Nous avons pris encore le troisième pilier qui est donc les zones économiques spéciales. 15 projets confiés à ces ministères, mais 11 sont les idées de projets. 4 sont des projets qui ont déjà subi les études de faisabilité. Mais en regardant le plan national de développement 2016, dans 2012 à 2016 et 2018 à 2022, nous nous rendons compte que ces projets, ce sont les anciens projets qui ont subi aussi, dans les études de faisabilité, ne datent plus de maintenant. Et donc, la même situation revient encore sur le troisième pilier. Et nous l'avons pris, nous l'avons placé aussi en rouge. Ça, c'est selon nous. Parce qu'on s'est dit, les zones économiques spéciales, excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, nous savons tous qu'il y a... On ne peut pas mâcher les mots sur ça. Nous savons tous que les projets des zones économiques spéciales dans ces pays datent de plus de 15 ans. C'est-à-dire si en 15 ans, nous n'avons pas pu transformer ces projets des zones économiques à un pied stratégique du développement socio-économique, et ce n'est pas en 5 ans ou en 3 ans que nous allons le faire. Et surtout encore, on veut le faire avec 4 projets et 11 idées de projets. Mais à quel moment nous allons mener les études de ces idées de projets? À quel moment nous allons investir? Et à quel moment nous allons s'attendre à des résultats qui vont nous aider en 2026 à mesurer l'impact? Donc c'est l'une des raisons pour laquelle pour nous, ce pilier a été placé aussi en rouge. Donc nous avons pris le 4e pilier qui est donc le tourisme. Alors, en regardant les documents passés, au Congo, le secteur du tourisme avait déjà bénéficié même d'une politique nationale.
une politique nationale de 2016 à 2025. Mais dans cette politique nationale, il a été écrit en noir et blanc que de 2005 à 2015, l'État congolais avait déjà investi plus de 69 milliards dans le secteur du tourisme. Et nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc, on peut déjà parler, si nous prenons de 2015 à 2023, on peut déjà ajouter plus de 8 mois et plus de 8 ans. Alors, si on pouvait encore refaire les audits, on pourra déjà parler d'un investissement de plus ou moins de 100 milliards que l'État congolais a déjà fait dans le secteur du tourisme. Mais malheureusement, sur 18 ans d'année, avec plus ou moins 100 milliards, nous n'avons pas pu transformer le secteur du tourisme en un pilier stratégique du développement socio-économique. Mais qu'est-ce que nous faisons? En 2022, nous prenons le tourisme et nous voulons le transformer sur les 5 ans à venir à un pilier de développement socio-économique. Nous ne disons pas que c'est impossible. Mais le problème, c'est qu'on s'est basé un peu sur, si on a investi 90 milliards, 100 milliards en 18 ans, on n'a pas pu faire quelque chose de concret. Est-ce qu'en investissant 1000 milliards sur les 5 ans, que nous allons faire quelque chose? Pire encore, 102 projets ont été confiés au ministère du Tourisme pour être réalisés. Mais malheureusement, sur ces 102 projets, 71 sont les idées de projets. Et les 31 d'autres projets qui sont supposés déjà avoir les études de faisabilité, dans la logique, nous retrouvons ces projets dans le plan national du développement 2012-2016. Nous les retrouvons aussi dans le plan national du développement 2018 et 2022. Alors, cela nous a poussé un peu de placer aussi en rouge le secteur du tourisme. Parce que on ne sait pas, on se dit à quel moment le ministère sera capable de réaliser les études de faisabilité de 71 idées de projets pour les transformer à des projets. Mais qu'il leur dit aussi que à la fin de ces études de faisabilité, ça sera des projets normaux réellement qu'il faut investir. Et donc, nous avons aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que 4 secteurs ont été placés en rouge. Je répète, le rouge chez nous ne veut pas dire que ça a échoué. Le rouge chez nous, ce sont juste les probabilités. Selon nous, qu'en 2026, ces projets, on peut arriver en 2026 que ces objectifs ne sont pas atteints. Nous avons pris le 5e secteur qui est donc l'économie numérique. Vous savez, depuis 2016, on nous a promis de rimer le Congo à l'économie numérique. Alors, dans le plan national de développement 2022 et 2026, ce que nous avons constaté, c'est que 33 projets ont été confiés au ministère de l'économie numérique, mais malheureusement, 30 projets sans les idées de projets. Donc 3 sont des projets qui ont déjà les plans, qui ont déjà subi les études de faisabilité. Mais ce ne sont pas aussi les études de faisabilité, mais cela dit, des études de faisabilité qui ont été faites à peine même ou bien maintenant, mais ce sont des études de faisabilité qui datent de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, pour un bon manager, tu ne peux pas prendre une étude de faisabilité qui a été faite il y a 4 ans pour venir investir aujourd'hui sans pourtant penser renouveler un peu cette étude. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi placé le secteur, le pilier du développement numérique en rouge. Et le dernier pilier, le 6e,
on parle de la promotion de l'immobilier. Là-bas au moins, il y a eu 29 projets et 24 sont des projets. 24 sont des projets qui ont déjà subi les études de faisabilité. Et voilà, les autres, on peut parler des idées de projets. Mais quand nous avons vérifié, c'est que les projets dits avec études de faisabilité, il y a certains projets qui datent depuis 2013. D'autres datent depuis 2013. Alors, on se demande, nous nous sommes demandé, mais est-ce que si une étude de faisabilité a été effectuée en 2013, 2014, 2015, 2016, bon, on veut investir en 2023, est-ce que ça sera une bonne affaire? Et les réponses que nous avons eues, c'était non. C'est ça qui a fait de telle sorte que les 6 secteurs économiques choisis par les experts du gouvernement en 2021, en 2022 pour transformer à des piliers stratégiques du développement socio-économique, d'après les missions de suivi et d'évaluation que nous avons menées, cela se retrouve en rouge. Le rouge, c'est le rouge dans notre tableau d'évaluation veut simplement dire qu'il y a de fortes probabilités que la majorité des projets ne soient pas réalisés. Pourquoi? Parce que nous avons 343 projets et 224, si je ne me trompe pas, 224 sont les idées de projet. Ok, 224 sont les idées de projet. Alors, le reste, ce sont des projets avec études de faisabilité, mais ce sont des études de faisabilité dont pour la majorité datent déjà de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Logiquement, pour des experts dans les pays normaux, et surtout que le Congo c'est un pays normal, pour lancer ces projets, pour investir dans ces projets, on doit relancer les études de faisabilité. Alors donc, on risque de se retrouver sur un plan national de développement 2022-2026 qui était censé aider le Congo en 5 ans, dans les 5 ans à venir, de transformer son économie à une économie forte, diversifiée et résiliente. Et cela devait se faire avec 343 projets. Donc, nous risquons de se retrouver avec 300 projets qui sont juste les idées de projet. Mais alors qu'une idée de projet n'est pas un projet. Alors, ce que nous avons trouvé aussi un peu bizarre, c'est que les idées de projet ont été chiffrées comme des projets. Le budget d'investissement, les budgets d'investissement pour l'année 2022 à 2026 au Congo s'élèvent de 8 935 millions, excusez-moi, voilà, 8 935 millions, 8 935 milliards, 118 millions. Et les 8 935 milliards, 118 millions ont été répartis. Donc, l'agriculture, sur les 5 ans à venir, doit recevoir pratiquement 1036 milliards 138 millions, comme 11,60% du budget d'investissement. Mais les 1036 milliards 118 millions sont censés être investis où? Pour la majorité, ce sont les idées de projet. Alors, nous, au niveau de notre comité, nous nous sommes demandé, mais comment on peut chiffrer un budget d'investissement sur une idée de projet?
Mais qu'est-ce qui nous rassure? Que même si nous effectuons les études de faisabilité, qu'est-ce qui nous rassure qu'après les études de faisabilité, ce projet sera viable pour que nous investissons cet argent? Quand nous prenons par exemple le deuxième pilier qui était donc le développement industriel, ce pilier a pris pratiquement la moitié du budget. 4,003 milliards. Oui, 4,003 milliards 689 millions. Avec quels projets? 74 projets, dont déjà 46 sont les idées de projet, et les autres sont juste des projets avec les études de faisabilité obsolètes. Alors, qu'est-ce qui nous rassure? En relançant ces études de faisabilité, nous serons capables d'investir et de s'attendre aux résultats en 2026. Donc, voilà un peu, c'est ça. Je préfère peut-être que... certainement, on va donner beaucoup de précisions, beaucoup d'éléments. Voilà, dans les questions. Alors, ce que nous avons fait, il y avait ça, il y avait les analyses, il y avait les enquêtes, il y avait quelques actions de suivi sur le terrain. Bon, vous savez, les missions de suivi des terrains, de suivi et de validation sur le terrain nécessitent vraiment de budget. Mais nous avons, avec les moyens de bord, fait quelque chose. Donc, je me mets à votre disposition pour des questions et je vais répondre à vos questions. Et après, voilà, nous allons essayer un peu de... En réalité, il nous reste 45 minutes. On veille sur le temps. Donc, les journalistes, ils savent le faire, ils sont précis, concis. Et puis, les réponses seront également concises parce que beaucoup d'éléments ont été développés, déroulés tout à l'heure. Et vous vous présentez et vous posez votre question. Dans un premier temps, on aura besoin de 5 questions. Alphonse, vous avez. Oui, merci. Cette fois-ci, c'est M. le Président ou secrétaire général? Non, merci, le Président. D'accord. En tout cas, bon, Alphonse Bongo, c'est pour ma page Afrique Économie par Alphonse Bongo. À suivre le réquisitoire, hein, j'appelle ça le réquisitoire que vous venez de faire sur le regard critique que vous portez sur le PND, est-ce qu'on peut donc en conclure que finalement tout cela il faut aller chercher? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas s'attendre à mieux à l'horizon 2026? Ça, c'est ma première question. La deuxième, au regard de ce que vous avez pu récolter comme information, est-ce que vous êtes rapproché des autorités gouvernementales qui sont chargées d'implémenter le PND pour leur exprimer vos inquiétudes? Si oui, qu'est-ce qui en ressort? Et je vais peut-être vous manger, c'est la troisième et dernière question. Il me semble que le Premier ministre à l'écouter parle souvent de partenariats qu'il faut nouer, enfin il faut chercher de l'argent pour financer le PND. Et justement, le gouvernement compte sur l'apport bilatéral ou multilatéral. Est-ce que dans votre étude, étant donné que le Congo est sous l'ajustement structurel avec le FMI, et les choses se sont quelque peu aussi compliquées avec la guerre en Ukraine et le coronavirus, même si c'est derrière nous le corona, mais les conséquences se font sentir, est-ce que ce n'est pas une justification que pourrait trouver le gouvernement pour finalement se débiner en disant que si le PND n'a pas pu atteindre ses objectifs, c'est peut-être à cause de la conjoncture internationale? Ok, je préfère répondre. Oui. Il a donc 3 questions. Alors, concernant la première question qui consiste
à vous dire si on peut déjà considérer le PND comme un plan voué à l'échec. Je préfère ne pas vous dire que oui, mais ce que je vais dire, d'après le travail que nous avons effectué, oui, le PND, pour nous, il y a de fortes probabilités qu'en 2026, que ces plans échouent. Et donc, ce qui veut simplement dire que il y a aussi des possibilités que le gouvernement peut d'urgence intervenir. Pourquoi? Parce que pour moi, le PND, ce n'est pas une constitution. Le PND, c'est juste un plan qui a été fait. Il arrive parfois, je suis un entrepreneur, il arrive parfois, tu veux réaliser un projet et tu mets en place un plan d'action, mais après tu constates que quelques points que j'avais mis en place dans ce plan d'action n'étaient pas bons. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu changes. Alors, pour être un peu précis dans cette question, j'ai dit oui, si le gouvernement ne fait pas quelque chose d'urgence, c'est-à-dire si le gouvernement ne revoit pas le plan national de développement pour ressortir les vraies priorités, le plan là sera dévoué à un échec en 2026. On n'a pas besoin de mâcher les mots sur ça. Mais si le gouvernement fait quelque chose, oui, en 2026, on peut parler de quelque chose. Voilà la réponse sur la première question. Et la deuxième question était, est-ce que nous nous sommes rapprochés du gouvernement? Monsieur Alphonse Ndongo, vous êtes journaliste et l'un des journalistes, des grands journalistes dans ce pays. Et vous savez comment fonctionne, je ne dirais pas le gouvernement, mais comment fonctionnent nos ministères. Oui, nous avons effectué les démarches et nous sommes allés même plus loin. Contacter même plus loin la présidente de la République, auprès du représentant personnel du président de la République chargé des suivis et de l'évaluation pour leur parler de ce qu'est le travail que nous avons effectué et on voulait même aussi travailler avec eux. Donc nous avons fait. Mais qu'est-ce que nous ressentons sur le terrain? Ce sont des sentiments anti-changement. Ce sont des sentiments anti-changement. Et je vais en profiter aussi de vous dire que aujourd'hui au Congo, c'est devenu comme si quand quelqu'un est nommé ministre et on lui a confié un ministère à gérer, on a comme l'impression que les gens transforment ces ministères à leur propriété ou à leur propre business. Pour la majorité, ils se font entourer par des petits frères, des amis des petits frères, parfois qui ne maîtrisent rien. Et en ce moment-là, quand même il y a une suggestion, une bonne suggestion qui vient de l'extérieur, quand cette suggestion arrive et que les gens constatent que la suggestion-là menace les intérêts personnels, soit qu'est-ce qu'on fait? On prend, on déchire ou on garde. Donc, sinon, contacter certains ministères, nous les avons fait. Nous les avons fait. Alors, la troisième question sur est-ce que le gouvernement demain, après-demain, ne viendra pas en 2026 pour nous dire que s'ils ont échoué, c'est parce qu'il y a eu Covid-19, il y a eu non. Moi, nous, personnellement, étant une organisation de la société civile, nous disons non, ça sera plus une bonne raison. Parce que ce plan national de développement, ok, est sorti de ces mêmes conditions. En 2022, nous étions encore, on dirait, sous l'impact de la Covid-19. En 2022, le Congo est encore sous les impacts négatifs
de son économie. Donc, je pense qu'il n'y a plus une autre raison que le gouvernement viendra en 2026 dire que si nous avons échoué, c'est parce que nous n'avons pas pu. Alors, ce que nous constatons, c'est que les experts du gouvernement, excusez-moi, sont allés plus loin et exagérés en mettant en place ces plans. Ça, c'est ce que nous avons constaté. Et nous allons avancer les raisons, peut-être pendant que... Parce que nous avons aussi des suggestions à faire au gouvernement. Ok? Alors, s'il y a... Prochain intervenant. Question? La question, en fait, c'est sur les suggestions, donc évoque... la question sur les suggestions les déjà. suggestions que l'ONG Prête en Avenir propose au gouvernement. Alors, quand il fustige déjà alors, une forte probabilité de l'échec dans son alors, projet. Qu'est-ce que nous avons constaté pendant les analyses, les enquêtes et les suivis? Je vous prends juste un exemple. Ces derniers temps, vous constatez le ministère de l'Agriculture. Le ministre est en train de parler un peu sur un projet qu'on appelle les ZAP, les zones agricoles protégées. Mais je vous signale que le projet sur les zones agricoles protégées, dans le plan national de développement, c'est une idée de projet. Donc, étant une idée de projet, cette idée de projet devait subir ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Mais nous parlons d'un projet qui est géré par l'État. L'étude de faisabilité, dans les pays normaux, comme le Congo aussi c'est un pays normal, ne peut pas durer 3 mois, 4 mois. Minimum 1 année, 2 ans. Mais ce que nous constatons, c'est que pendant que nous parlons actuellement, il y a des investissements qui se sont faits déjà sur le projet des zones agricoles protégées. C'est quoi les zones agricoles protégées? La politique des zones agricoles protégées, cette politique, jusqu'à aujourd'hui, fonctionne mieux en Occident. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain moment, la confrontation de 2 secteurs, l'immobilier et l'agriculture. L'immobilier et l'agriculture. Et donc, de cette guerre est sortie l'idée de l'État, donc auprès de l'État, de créer des zones réservées pour les activités agricoles. Donc, une zone agricole protégée, c'est une zone que l'État a créée. Mais avec quel modèle économique? C'est que les opérateurs, les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui veulent investir dans le secteur agricole peuvent venir auprès de l'État et dire à l'État, écoutez, nous voulons faire nos affaires, nous voulons que vous nous donnez une partie. En ce moment, le modèle économique de l'État, c'est de gagner de ces zones. Donc, l'État taxe aux entrepreneurs peut-être pour une partie des terres et pour les activités qui... Mais, quand nous regardons sur le terrain, chez nous ici, les zones agricoles protégées, hormis le fait d'être une idée de projet aujourd'hui qui a déjà reçu un investissement, mais le modèle économique sur le terrain, c'est celle de l'État qui d'abord a investi pour créer des zones et actuellement, il a encore investi pour donner de l'argent aux villageois de faire des activités. Et pendant que nous parlons là, on est en train de nous montrer à Télé Congo les récoltes que ces zones, les récoltes que ces zones ont données. Mais qui est l'acheteur de ces récoltes? C'est encore l'État. Et ce qu'on ne nous a pas montré, c'est là où l'État est en train de vendre ce qu'il a acheté auprès de ses agriculteurs. Alors donc, pour nous, personnellement, c'est déjà un mauvais départ. Mais, pensez-vous qu'un avion qui a pris le mauvais départ va arriver à sa destination? Nous avons les doutes. Alors,
avant de passer aux sous-sections, il y a encore une chose que nous avons constatée dans le plan national de développement, c'est la question de la diversification de l'économie. Tous les projets dans le plan national de développement parlent de la diversification de l'économie au Congo en perspective. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Nous devons faire ceci dans le secteur de l'agriculture, nous devons faire ceci dans tel secteur pour qu'en 2026, nous diversifions l'économie. Et chez nous, au niveau de Créton-Avenir, nous avons trouvé cet argument faux. Et c'est ça, pour nous, qui retarde beaucoup de choses. Pourquoi? Si on veut juste se baser sur la définition de la diversification de l'économie. La diversification veut simplement dire, s'il y a des financiers dans cette salle, ils seront d'accord avec moi, veut simplement dire faire des placements, répartir. Je vous prends encore un autre exemple. Je suis Ghislain Ondele-Kanga, l'État congolais. J'ai une entreprise qui fonctionne dans le secteur du pétrole depuis des années. Et je constate que mon entreprise dans le secteur du pétrole, vu l'environnement macroéconomique du secteur du pétrole, mon entreprise a maintenant un problème. Dont les revenus sont déjà menacés. Qu'est-ce que je fais? Je prends le peu d'argent que j'avais, je décide d'investir dans d'autres secteurs. Je mets un peu d'argent dans le tourisme, dans la forêt, dans l'agriculture, dans le levage, dans le numérique et dans beaucoup de secteurs. Avec l'idée d'attendre un retour à l'investissement. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand on parle de l'économie au Congo, s'il y a des économistes dans cette salle, ils seront aussi d'accord avec moi que l'économie, en fait de compte, d'un pays représente les hommes, les ressources et les investissements, tout ce qui va avec. Alors, donc, on ne peut plus parler d'un pays qui a un gouvernement de 34 ministres, où chaque ministre représente un secteur, et dire encore que ce pays a une économie non diversifiée. Si l'économie au Congo n'est pas diversifiée, quelle est l'importance de ces 34 ministères? Au Congo, même la police et la gendarmerie sont considérés comme des secteurs économiques. Allez-y demander aux chauffeurs, ils vont vous dire. Il y a des postes de police où le commissaire a des taxes. Donc, il n'y a aucun secteur économique en République du Congo où on ne retrouve pas l'État. C'est-à-dire, on ne retrouve pas un ministère. Et de l'autre côté, on ne retrouve pas les acteurs du secteur privé. On ne retrouve pas les activités, les investissements et les bénéfices. Donc, dans la logique, l'économie congolaise est diversifiée. Donc, le fait pour l'État et le gouvernement jusqu'à aujourd'hui de continuer à mettre en place des plans, des politiques et des programmes avec l'idée de diversifier une économie qui est déjà diversifiée, c'est là où nous faussons beaucoup de choses. Le problème du Congo, c'est que l'économie est diversifiée, mais l'État n'a pas le contrôle. Pourquoi l'État n'a pas de contrôle? Quand vous lisez la charte des investissements au Congo, dans son article, je pense 17 ou 18, cela est clair. L'État a la responsabilité de créer un environnement propice à la naissance et au développement des activités économiques. Ce qui veut simplement dire qu'il y a l'État qui doit jouer un rôle pour créer un environnement afin que les activités économiques soient créées. Mais souvent dans notre pays, ce que nous constatons, c'est que la majorité des activités économiques se passent dans le secteur informel. Qui dit secteur informel dit économie informelle. Mais l'économie informelle est constituée des acteurs, des activités
des investissements et des flux de revenus qui échappent au contrôle de l'État parce que l'État est absent. Alors, donc, en tenant compte du projet du président qui voulait faire de l'économie congolaise une économie forte, une économie diversifiée et une économie résiliente, les experts du gouvernement devaient d'abord commencer par un secteur prioritaire. Je passe maintenant aux suggestions. Le secteur prioritaire, c'est le secteur informel. Vous savez, au Congo, le Congolais se loge dans le secteur informel. Le Congolais se nourrit dans le secteur informel. Il s'habille dans le secteur informel. Le Congolais se soigne dans le secteur informel. C'est-à-dire, tout ce qui est loisir du Congolais, ça se passe dans le secteur informel. Cela veut simplement dire que l'économie fonctionne plus dans le secteur informel que dans le secteur formel. Donc, si l'État, à travers le gouvernement, veut, en 2026, arriver à transformer de l'économie congolaise à une économie forte, diversifiée et résiliente, l'État congolais doit d'abord commencer par le contrôle total du secteur informel. Mais malheureusement, quand on parle du secteur informel au Congo, les membres du gouvernement, quand nous regardons leurs actions, ont souvent tendance à penser que ce sont les mamans là qui vendent le manioc. Non. Alors que le secteur informel qui détruit l'économie congolaise, ce sont les activités informelles pratiquées par les entreprises dites formelles. Je vous prends un exemple plus simple. Je suis président d'une association, le mouvement citoyen des consommateurs. En 2018, nous étions censés défendre les intérêts des consommateurs. Et donc, je vais plus loin dans mes analyses concernant les opérateurs, MTN et Airtel. Et je finis par comprendre que le service Mobile Money de MTN et le service Airtel Money de MTN, logiquement, ne devaient pas être au Congo, ne devaient pas être considérés par des simples services gérés par ces sociétés, mais devaient être des entreprises. Ce que je fais, j'écris au directeur général de l'ARPC, dans ce temps c'est l'actuel directeur de Congo Télécom, et le jour où je suis reçu par l'actuel directeur qui est là, je les ai fait comprendre que je suis venu vous voir parce que vous gérez l'ARPC et c'est l'ARPC qui a le contrôle de MTN et RTL. Moi, ce que j'ai constaté, étant un Congolais, ces sociétés sont en train de voler notre État. En volant l'État, ces sociétés sont en train d'exploiter les Congolais à travers leurs services Momo et Airtel Money. Vous comprenez? Oh non, ils ont voulu... Non, non, vous voyez, le Congo c'est ça en fait. Le Congo c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2022, aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a un arrêté qui a été pris par le ministère des Finances. Désormais, MTN Momo n'est plus un service de la société MTN, n'est plus un service de la société RTL, mais c'est maintenant des entreprises SA. Mais vous imaginez combien de milliards ces sociétés ont fait en utilisant ces entreprises comme des services dans ces pays? Combien de milliards l'État a perdu? Combien de fois les Congolais ont été exploités? Parce que aujourd'hui, ces entreprises, aujourd'hui, ces services sont devenus des entreprises, mais les prix des transactions n'ont pas été changés. Ce qui veut dire que depuis 2012, nous étions exploités. Depuis 2012, l'État était en train de perdre au profit parfois de certains individus. Donc, quand on parle du secteur informel qui est en train de détruire l'économie, ce n'est pas mes mamans qui sont en train de vendre les maniocs dans la rue, où je vois les ministres courir derrière ces mamans. Le secteur informel
aujourd'hui, ce sont les activités illégales que pratiquent les entreprises formelles. Il y a des entreprises, il y a d'autres entreprises dans ces pays qui ont reçu l'autorisation de couper le bois au ministère des Eaux et Forêts. Mais malheureusement, ils sont arrivés dans leur concession, le sous-sol était riche. Et au lieu de repartir vers le ministère des Mines pour prendre une autorisation d'exploiter le sous-sol, ces sociétés sont en train d'en profiter avec l'autorisation du ministère des Eaux et Forêts pour exploiter et le bois et le sous-sol. En ce moment, ces activités d'exploitation du sous-sol deviennent ce que nous appelons on appelle ça les activités illégales. Mais dans le monde économique, on ne peut plus parler des activités illégales. Ce sont les activités informelles. Donc, ce que nous suggérons aujourd'hui au gouvernement, c'est que on peut toujours faire quelque chose. Parce que le secteur informel pèse sur tous les secteurs économiques de ce pays. Peu importe les investissements que nous allons faire, tant que nous n'avons pas encore réglé le secteur du secteur informel dans ces pays, non. C'est comme quelqu'un, on dit quoi? Une citerne? La citerne. C'est comme quelqu'un qui a une citerne. Et voilà, une citerne, il doit vendre, je ne sais pas l'essence. On doit lui livrer chaque année 5000 litres. Mais sa citerne a des trous qui fait de telle sorte que quand on lui livre 5000 litres, en une année, il perd pratiquement les bénéfices de 4000 litres. Et au lieu de réparer sa citerne, mais lui continue toujours à tourner comme ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'économie congolaise. On veut relancer l'économie, on veut guérir une économie qui est malade, on veut la transformer à une économie forte, diversifiée et résiliente, mais nous avons un secteur informel qui pèse sur l'économie, mais au lieu de régler d'abord ce problème, mais nous préférons aller s'endetter chaque année et de continuer à investir avec l'idée que les choses vont marcher. J'ai la copie de la loi de finances ici. Qu'est-ce que nous avons constaté dans la loi de finances? Le budget de l'État pour cette année s'élève à 2885 milliards, sur lequel 148 millions. Mais où est-ce que l'État est censé trouver cet argent? Quand vous continuez dans cette... Vous allez voir qu'à partir de l'article 7, on parle de l'évaluation des du budget, d'évaluation budgétaire, des recettes budgétaires. Titre numéro 1. C'est là où l'État est censé de trouver le 2800 milliards, 148 millions. Titre numéro 1, on parle des recettes fiscales. Sur les recettes fiscales, l'État congolais attend pratiquement 794 milliards. Et d'où cet argent va venir? 639 milliards doivent venir des impôts. Et 158 milliards doivent venir de la douane. Mais quand on parle de 639 milliards des impôts, nous touchons automatiquement les entreprises. Mais quand l'État espère gagner 639 000 milliards dans les impôts, mais quel est le chiffre d'affaires du secteur privé au Congo? Le secteur privé au Congo pèse combien de milliards pour que l'État seul décide de prendre au moins 639 milliards? C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on parle de l'entrepreneuriat, on continue à parler, on continue, rien n'avance. Et quand nous avançons plus loin, le titre 4, on parle de autres recettes. Dans autres recettes, là-bas nous parlons du pétrole. L'État attend pratiquement 1948 milliards, 148 millions du pétrole pour faire fonctionner l'État en 2023. Et autre chose, autre secteur que l'État attend de l'argent, c'est la forêt.
Mais vous savez combien la forêt, l'exploitation forestière contribue dans les recettes de l'État? 10 milliards. C'est une redevance de 10 milliards l'année. Alors qu'il a été démontré dans le plan national de développement, le bois seulement. En termes de bois, l'État congolais produit pratiquement 2 millions de mètres cubes, c'est ça? 2 millions de mètres cubes en bois seulement. Et les 2 millions de mètres cubes ramènent dans les recettes de l'État 10 milliards, une redevance de 10 milliards. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre forêt est exploitée, mais la majorité des activités se passe un peu plus dans le secteur informel. C'est la raison pour laquelle le secteur formel est mort. Hormis. Mais vous savez le budget estimé pour le fonctionnement du ministère des Eaux et Forêts pour cette année? C'est plus de 15 milliards. Alors, comment on veut investir plus de 15 milliards, ou encore, voilà, plus de 15 milliards pour faire fonctionner un ministère qui, après une année, va nous ramener 10 milliards. C'est quelle affaire? C'est la même chose avec le ministère de Mines. L'État doit investir pratiquement 4 à 7 milliards pour son fonctionnement et s'attendre à 500 millions comme retour d'investissement l'année. Les autres secteurs qui ont été choisis, vous pouvez vérifier dans la loi de finances, comme l'agriculture, l'industrie, l'élevage, tous ces qu'on nous parle, ce sont des secteurs aujourd'hui qui ne contribuent à rien. C'est-à-dire, dans la loi de finances, ces secteurs ne sont même pas répertoriés comme des secteurs qui apportent dans le budget de l'État. Mais ce sont ces secteurs-là que nous voulons transformer à des piliers stratégiques de développement socio-économique. Je ne dis pas que c'est faux, mais le problème, on veut les transformer avec des idées de projet. Est-ce que cela est impossible? Donc voilà pourquoi nous suggérons, la suggestion que nous suggérons à l'État maintenant là, c'est de revoir le plan national de développement le plus vite possible. Ça c'est notre suggestion. Et de revoir, c'est-à-dire d'investir beaucoup d'argent dans le secteur informel. Vous savez, depuis 2016, il existe au Congo un ministère du secteur informel. Ce ministère hier était lié au ministère de Pémé. Et aujourd'hui, ce ministère est lié au ministère de la Femme. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce que ça fait là-bas? Bon, c'est pas moi qui nomme les ministres, c'est pas moi qui crée les ministres. Bon, c'est la volonté du président de la République. Mais depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce ministère n'a même pas une politique qu'on peut appeler la politique nationale du secteur informel. Et nous venons encore de créer un ministère de la diversification de l'économie. Mais quand on crée un ministère de la diversification de l'économie, le ministère vient gérer quoi? Vient gérer les questions sur la diversification.